Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Content de vous revoir, chef économiste chez Natixis. Vous avez vu Benoît Cœuré, c'était il y a de cela quelques jours dans sa conférence de presse mensuelle. Benoît Cœuré, il est membre du directoire de la BCE, donc il sait ce qu'il raconte. Il nous dit quoi? Il nous dit il faudrait plus compter sur les taux bas à l'infini. Alors ces mots, il n'a pas dit ça comme ça, il a dit que les taux bas, les taux ne vont pas rester à leur niveau actuel. Est-ce que selon vous, puisqu'on parle de la présidentielle, est-ce que selon vous, les principaux candidats, ont bien intégré justement, notamment en matière de déficit, ce risque que les taux ne vont pas rester au niveau où ils sont aujourd'hui? C'est un débat qui est intéressant, puisqu'il y a quand même un assez large consensus chez beaucoup de candidats sur le fait qu'il faudrait davantage d'investissements publics en France. Et l'idée que lorsque les taux d'intérêt sont très bas, c'est l'occasion de financer ces investissements publics supplémentaires dont nous avons besoin. Chez Mélenchon, chez Macron. Mais chez tout le monde, oui, peut-être pas Fillon, mais tous les autres. Et Fillon, même en regardant un peu aussi. Donc en fait, ceci crée une question intéressante. C'est-à-dire qu'il faut évidemment limiter les investissements publics supplémentaires que nous ferions à des investissements dont la rentabilité est plus élevée. Pas que les taux d'intérêt tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils vont être. Et ça, personne ne sait. Un investissement public, que ce soit dans l'éducation, dans les nouvelles technologies, dans les énergies renouvelables, ça se valorise sur 30 ans, sur 50 ans. Donc il faut se demander ce que seront les taux d'intérêt dans 20 ans, dans 30 ans. C'est impossible. Si, ça c'est de la bonne gestion. Enfin, normalement, les gouvernements devraient faire ça. Donc se dire, voilà... une fois sorti de cette politique monétaire extraordinaire, on en sortira peut-être fin 2018, peut-être en 2019, bon, mais c'est pas 6 mois après. Qu'est-ce qu'on aura comme taux d'intérêt en France? Alors, quels sont les candidats, encore une fois, je repose la question, Patrick Artus, qui ont intégré ce phénomène, cette mécanique et ce fait que les taux vont inévitablement, sur le prochain quinquennat, s'apprécier? Fillon, évidemment, puisqu'il parle des problèmes de dette. Macron dit des choses... En deux temps, Macron dit « j'ai le droit de faire des investissements maintenant puisque ces investissements sont efficaces et vont générer du revenu ». Donc là, on est bien dans cette problématique. On dit « voilà, je peux faire des investissements publics à condition, et en les finançant par la dette et pas par le déficit, enfin par le déficit et par la dette, et pas par des hausses d'impôts par exemple, à condition effectivement que les revenus générés à long terme soient supérieurs. Complications multiples. Est-ce qu'on est capable d'évaluer vraiment les revenus ? Prenez des investissements. Alors, dans les nouvelles technologies, c'est quand même très compliqué. Dans les énergies renouvelables, on a peut-être une idée un peu plus précise de ce qu'on gagne. Dans l'éducation, c'est très incertain. Et puis, il y a des questions d'externalité. Comment vous allez valoriser qu'on va émettre moins de CO2 pour un acheteur de la dette publique française, ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas quelque chose qui peut financer le trésor français. Donc, il y a toute cette question aussi des investissements qu'on a envie de faire parce qu'ils génèrent des effets positifs non monétaires, par exemple émettre moins de CO2. Et là, c'est très compliqué, à nouveau, puisque ce n'est pas du revenu directement qui permet de rembourser la dette. Et donc on ne les fait pas alors, ces investissements? Si, mais je crois qu'il pas l'avenir. Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas foncer tête baissée, comme le font certains, en disant... Le problème de la France et de l'Europe, c'est qu'on n'a pas fait assez d'investissements publics. C'est ce que dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon indirectement aussi. Il dit en gros, appartenir à la zone euro, ça nous empêche de faire de la relance, de l'investissement intelligent, la transition énergétique. Oui, mais la question à nouveau, et je crois, il faut la poser comme je la pose. C'est-à-dire, il y a des investissements publics qui sont rentables. Alors lesquels ? Une partie, évidemment, des énergies renouvelables, quand elles sont intelligemment faites, et bien sûr, qui sont rentables. Il faut mettre le paquet, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais la question, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a un grand débat, par exemple, sur l'éolien offshore. L'éolien offshore que les Français mettent en place n'est absolument pas rentable du point de vue économique. C'est un peu moins vrai, apparemment. C'est beaucoup trop cher comme forme d'énergie, donc ça nécessite des subventions et des tâches qu'à la fin des temps. Voilà, donc il faut trier entre les investissements qui ont une rentabilité économique raisonnable, en incluant évidemment là-dedans les externalités. Donc, par exemple, j'émets moins de CO2, donc ça a une valeur, ne pas émettre de CO2, ou j'importe moins de pétrole, donc ça a une valeur. Et pas faire n'importe quoi, pas faire n'importe quel investissement. Et puis, il faut comparer cette rentabilité économique des investissements, à nouveau, à une estimation raisonnable des niveaux normaux de taux d'intérêt. Donc, c'est pas 1, c'est peut-être 3 ou 4, quoi, je veux dire. Mais alors, si on trouve des investissements publics qui rapportent 3 ou 4% de rendement
Il faut y aller. De façon raisonnable, il faut y aller. L'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on en a fait beaucoup de ces investissements publics. Il y a depuis des dizaines d'années les investissements qui sont financés par le budget de l'Union européenne, tous les fonds régionaux, structurels, etc. Il y a le plan Juncker. C'est quand même le plan Juncker, on en est à 180 milliards d'euros d'investissement. Pas en France. Ah la France est le deuxième pays, entre le deuxième et le troisième pays d'accueil du fonds Juncker. En France? Je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais enfin c'est une vingtaine de pourcents du total à vérifier. Le plus grand pays, d'ailleurs bizarrement, pour les fonds du plan Juncker, c'est le Royaume-Uni, ce qui est quand même assez amusant. mais la France en reçoit beaucoup. Et donc, il y a des fonds d'infrastructure privés. Des fonds qui investissent dans l'éolien, dans le solaire, etc. Et donc on n'est pas à zéro. Il y a beaucoup d'argent qui va déjà dans ces infrastructures. Alors, on est dans la campagne présidentielle et que nous disent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Ils nous affirment que la France pourrait se passer des marchés financiers pour financer la hausse de la dépense publique, les plans d'investissement. Est-ce que c'est crédible? Alors l'un nous dit que c'est Jean-Luc Mélenchon, que la BCE devrait racheter tout ce qu'émet la France en matière d'obligations d'État, ou Marine Le Pen qui nous dit ça sera la Banque de France renationalisée qui émettra, qui financera tout. C'est crédible ou c'est pas crédible? Techniquement, c'est faisable. C'est-à-dire qu'on peut y mettre... il y a un distinguo très petit entre le quantitative easing, c'est-à-dire ce que fait la Banque Centrale Européenne depuis 2 ans, et ce qui est proposé par Mélenchon ou Le Pen, puisque la BCE achète des dettes publiques, paye en créant de la monnaie, et simplement, elle ne les achète pas à l'émission, elle les achète sur le marché secondaire des dettes publiques. Mais ça, dans les 5 minutes. Oh, c'est 15 jours en réalité. 15 jours, en réalité, tant que nous sommes en quantitative easing, tout se passe comme si on faisait ce qui est demandé par ces 2 candidats. Donc, il faudra en racheter plus. Ils veulent que oui, mais enfin, la Banque Centrale Européenne achète beaucoup plus de dettes que celle qui est émise. C'est déjà pas mal. Par la France. Par tous les pays. Notamment par la France. Notamment par la France, oui. Donc, on est passé à 60 milliards d'euros par mois. Les émissions nettes d'obligations d'État en 2017 par l'ensemble des pays de la zone euro, c'est de l'ordre de 200 milliards. La BCE achète 60 milliards par mois. Donc on est dans une surmonétisation des émissions de dette publique. Donc aujourd'hui, la BCE fait ce que demandent Le Pen et Mélenchon. Donc il faut arrêter de dire, à cause de la BCE, l'austérité, rien du tout. Enfin, je veux dire, la BCE, c'est de la supermonétisation des dettes publiques. Bon, cela étant, vous le disiez avant, le quantitative easing va s'arrêter un jour. Donc là, a priori 2018. La proposition, en gros, c'est de faire ce que fait le Japon, parce qu'on a un exemple sur la planète, qui est le Japon. Le Japon, depuis une vingtaine d'années, est dans une situation où la totalité de la dette publique émise est achetée et au-delà par la Banque centrale, qui en plus accumule une partie croissante de la dette publique existante dans son bilan. Donc ce qui est proposé en gros par Mélenchon et Le Pen, c'est de faire comme le Japon. Et pourquoi pas? Alors voilà, donc ce qui est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe au Japon. D'abord, ça a effectivement maintenu des taux d'intérêt à long terme très bas, puisque les obligations sont achetées en continu par la Banque centrale. Est-ce que ça a fait repartir l'économie japonaise? Honnêtement, non. Est-ce que ça a ramené de l'inflation au Japon? Honnêtement, non. Qu'est-ce que ça a fait sur les prix des actifs financiers? Périodiquement, ça fait un peu monter les actions ou les prix de l'immobilier, mais c'est vraiment périodique. On ne parle pas de la grande bulle immobilière des années 80 au Japon, on parle des années 2000. Et donc en réalité, quand vous regardez le Japon, vous dites ce truc c'est très décevant, parce que le seul effet en réalité, on a une bulle, évidemment on crée de la monnaie, on achète des obligations, mais la bulle est restée complètement localisée sur les obligations. Les taux d'intérêt à long terme sont à peine positifs. Donc on a créé une énorme bulle obligataire, et avec très peu en réalité de diffusion au reste de l'économie, très peu d'effet sur l'économie réelle du Japon. On a une énorme bulle obligataire. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? La réponse est non. Ça dépend ce qu'ont fait les gouvernements japonais de cet argent aussi. Ils ont investi dans la transition écologique, ils ont investi dans l'éducation, ils ont investi dans la formation. Ils ont investi. Oui, enfin le Japon est un pays où le système éducatif est de bonne qualité, qui a un niveau de recherche-développement très élevé, où les taux d'investissement accéléré aussi. Oui, vieillissement, et puis un partage des revenus catastrophique. Mais mon point est de dire, attention, l'expérience du Japon nous montre que cette politique, même maintenue 20 ans, a très très peu d'effet sur l'économie, et que quand il y a un problème structurel, par exemple au Japon, il y a un problème structurel massif, c'est que les salaires n'augmentent pas, même ils baissent. Ce qui tue la consommation des ménages depuis les années 90. Cette politique monétaire, qui est celle qui est réclamée par Le Pen et Mélenchon, ça ne corrige pas. Ça n'a absolument pas corrigé le problème structurel. Donc on ne peut pas utiliser ce type de politique monétaire pour se débarrasser d'un problème structurel. Alors un mot de Marine Le Pen, qui aujourd'hui, dans une interview donnée au Figaro, à lire, elle nous dit quoi pour rassurer les Français sur la sortie de l'euro? Elle nous dit que ça n'aura aucune conséquence sur notre épargne. On peut être dubitatif, on la croit sur parole.
Non, mais il faut être sérieux. Enfin, je veux dire, on connaît la longue liste des problèmes potentiels. Premier, c'est qu'il y a des dettes en euros. Et donc ça, c'était discuté maintenant depuis des mois et des mois. L'ex-monétaire, on Oui, rembourse en francs. Donc tous les prêteurs étrangers attaqueront les emprunteurs français devant les tribunaux et gagneront. Donc, et vous ne verrez aucun... Pourquoi ils gagneront? Ben, ils gagneront, parce que ça s'appelle un défaut unilatéral non négocié. Les règles de la finance sont quand même très claires. Si comme emprunteur, vous voulez réduire le montant de votre dette, vous pouvez négocier ça avec les prêteurs. Et si les prêteurs acceptent une restructuration, en gros vous remboursez moins, bah c'est une restructuration négociée, c'est pas un défaut. Ouais, là c'est imposé. Bon, mais là c'est une restructuration totalement unilatérale, non négociée. Donc on nous prête plus, c'est sûr, on nous prête plus. Non, c'est seulement ça, c'est un défaut. C'est-à-dire que tous les emprunteurs, quelle que soit leur nature, on parle de l'État, mais il y a les banques, il y a les entreprises, etc. Tous les emprunteurs qui transformeraient leur dette en euros en francs seraient en défaut. Et comme ils seraient en défaut, toutes leurs dettes seraient exigibles et ils seraient en liquidation, quoi. Je veux dire, les prêteurs, ils restent remboursés par tribunaux interposés sur les biens de ces Ça dépend de combien baisse la devise. Oui, mais attends, quand on a fait l'euro, on est passé du franc à l'euro. Simplement, c'était à taux de change complètement fixe. Donc, si on veut faire du franc à parité avec l'euro et qui ne bouge pas, tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que normalement... si ça baisse de 5 ou 10% ou 30%, ça n'a pas le même effet sur le remboursement de la dette. Rappelez-vous l'explosion du système monétaire européen en 92-93. Au pire, la lire italienne a baissé de 50%. Bon, ça, c'est le premier effet. Donc, deuxième effet, si votre monnaie se déprécie, disons 30, ce qui était à peu près ce qu'avait fait la pesette à ce moment-là, nous importons 27% de notre PIB. Et donc, tout ce que nous importons vaudra 30% à peu près plus cher. Mais on exportera plus aussi. On exportera plus. Oui, mais non, mais je parle de l'effet... Oui, mais n'oubliez pas une chose, une dévaluation, c'est bon pour l'industrie et c'est mauvais pour le consommateur. Il faut assumer ça. Et là, on ne parle même pas de problème de Marine Le Pen. Quand la Banque Centrale Européenne arrive à un euro plus faible, c'est bon pour l'industrie européenne et c'est mauvais pour le consommateur européen. Donc il faut assumer que quand vous faites une politique d'affaiblissement de votre monnaie, vous allez en fait taxer le consommateur qui va payer plus cher tout ce qui est importé pour subventionner l'industrie. L'industrie et les services qui exportent, le tourisme par exemple. Donc il faut que Marine Le Pen assume que sa politique, c'est une politique de taxation des consommateurs français au profit de l'industrie française. On peut l'assumer, il y a des industrialistes qui disent le plus urgent, c'est de Mais on entend partout que c'est une catastrophe. Il y a plein de prix Nobel qui disent oh là là, c'est une catastrophe la politique que propose Marine Le Pen. C'est vraiment catastrophique le fait pour les banques, pour... les banques, elles ont des lignes interbancaires avec des banques étrangères, donc c'est le problème de l'euro dont on parle avant. Le troisième effet, après, c'est les taux d'intérêt. Donc Marine Le Pen dit, comme Mélenchon, mais ça n'a aucune importance cette histoire de taux d'intérêt, parce que la Banque de France financera monétairement. Exactement. Oui, mais il n'y a pas que le Trésor. Il y a les entreprises, il y a les banques. Les entreprises françaises, elles se sont endettées auprès de prêteurs étrangers, du crédit, des actions, des obligations. Il y aura la Banque de France. Non, la Banque de France, elle ne va pas prêter aux entreprises. Enfin, elle n'en parle pas. Parce qu'on a l'impression que le seul emprunteur en euros, c'est l'État français. Mais non, l'État français, c'est tout petit comme emprunteur en euros par rapport à tous les emprunteurs du secteur privé en euros. Et vous voyez une grande entreprise française, multinationale, décider de transformer sa dette en francs. Bien sûr que non, elle ne le fera pas. Elle ne peut pas le faire. Donc vous créez un problème qui n'est pas traitable, qui est le problème de l'accès au financement et du coût du financement pour le secteur privé et pas pour l'État. Et pour les particuliers, pour le coup, quel impact sur notre quotidien, les retraits bancaires, sur nos assurances vie Là, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet, il y a quand même beaucoup de gens, à nouveau on peut regarder ce qui s'était passé en Italie en 92, il y a beaucoup de gens qui vont emmener leurs dépôts bancaires à l'étranger ou leurs assurances. Elle dit, j'y crois pas. Elle a dit, Marine Le Pen, dans Figaro, elle a dit, convaincue que les Français ne seront pas tentés comme en 81, avec l'arrivée de François Mitterrand, de mettre leur argent à l'étranger. Bien sûr que si. Enfin, je veux dire, si jamais elle est au premier tour, avec la possibilité d'être au second tour ou Mélenchon pareil, il y a plein de gens entre les deux tours qui vont transporter leurs dépôts dans une banque belge, leur assurance vie au Luxembourg, et donc on aura une hémorragie de capitaux avec un énorme risque à la fois sur les banques et sur les assureurs. Alors, le risque bancaire, il peut se traiter parce que la Banque de France peut faire une ligne de liquidité exceptionnelle, comme on l'a fait pour les banques grecques, s'il y a des sorties de dépôts considérables. Le risque des assureurs, c'est très très compliqué à traiter. Et puis le deuxième sujet, c'est quoi les taux d'intérêt à long terme en France sortis de l'euro. Alors à nouveau, on peut aussi regarder le passé. Ouais. Qu'est-ce qui se passait avant l'euro? En moyenne, on avait des taux d'intérêt qui étaient entre 3 et 4% plus élevés que les taux allemands. Donc si vous dites les taux allemands, aujourd'hui, ils sont à presque zéro. Et nous, on est à peu près, on est un petit 1, quoi. Ouais. Les Allemands sont un gros zéro.
reconduisez ce qu'on a vu dans les années 80, etc., on aurait des taux qui seraient autour de 4%, quoi. Et quand on passe de 1 à 4, il ne faut pas oublier qu'on perd au un quart de la valeur des obligations. Donc tous les Français qui ont de l'assurance vie en obligation vont perdre un quart de la valeur de leur contrat d'assurance vie. Il ne faut pas oublier ça. Bon. De manière plus générique par rapport aux différents candidats à la présidentielle, les points noirs des programmes économiques des uns et des autres. On commence à aller par Emmanuel Macron. Oui, peut-être de façon plus transversale. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand un programme économique résulte d'une analyse théorique de l'économie ou de la société. Donc on dit, voilà ma vision de l'économie et de la société, donc voilà la politique économique que je mets en place en conséquence. Il y a 3 programmes qui font ça, c'est Fillon, Hamon et Macron. Après, on peut discuter l'analyse théorique. L'analyse de Hamon, par exemple, disant que les robots vont tuer l'emploi, il y a plein de gens qui disent que ce n'est pas vrai. C'est un débat académique non tranché. En tout cas, on ne l'a pas observé aujourd'hui. C'est vrai que les pays où il y a le plus de robots, où le taux de robotisation est le plus élevé, emploi. Ce sont les pays qui sont en plein emploi, oui, c'est vrai ça c'est vrai. Quand vous prenez les pays, plus il y a de robots, plus il y a de plein emploi. Ah, ça va à l'encontre de ce qu'on entend chez Mélenchon, chez Hamon. Hein. Oui, mais par ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir du MIT et d'autres, qui montre qu'aux États-Unis, localement, les endroits où il y a eu plus de robotisation ont plus de chômage. Donc bon, mais admettons, on peut tous avoir une opinion comme économiste pour savoir si les robots conduisent au chômage de masse. Mais au moins reconnaissons que Macron part d'une vision théorique et dit, voilà, après, donc il faut partager le travail, il faut taxer, faut lever différemment... Ça, c'est Hamon, pas Macron. Hamon. Macron, c'est Schumpeter. En gros, si vous voulez faire simple, donc ce qui manque en France, c'est la capacité de créer de meilleurs emplois, de meilleures entreprises, etc. Et donc on vit avec des entreprises et les emplois existants qui ont des rentes et on ne laisse pas entrer les nouveaux. Donc il faut enlever les barrières à l'entrée, il faut faire de la formation, il faut accélérer la rotation des emplois, il faut financer les entreprises avec une taxation plus faible du capital. Donc Macron, c'est Schumpeter. Donc sympa, pas mal. Après, à nouveau, on peut discuter, on peut dire, est-ce qu'on est sûr que ce qui fait la croissance, c'est vraiment la dynamique schumpeterienne où les bons emplois remplacent les mauvais. Et Fillon, c'est l'économie de l'offre, en disant notre problème, c'est que nos coûts de production sont trop élevés, que notre fiscalité est trop élevée, donc il faut décentraliser. L'un n'est pas antinomique de l'autre, pour le coup, entre ce que dit Fillon et ce que dit Macron. Pour le coup, on peut très bien être... D'ailleurs, les deux peuvent être vrais. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois un problème d'offre et un problème d'anti-schumpeterien. Je veux dire, peut-être qu'ils ont tous, peut-être une part de... Voilà. Donc ces trois-là, à nouveau, on peut dire qu'on est totalement en désaccord avec l'analyse théorique, mais au moins, il y a une politique économique cohérente avec l'analyse théorique. Chez Mélenchon et chez Le Pen, il n'y a pas d'analyse théorique. C'est-à-dire qu'on part ou alors une analyse théorique qui est totalement absolument pas conforme à ce qu'on sait d'économie. Bon, je prends un exemple. Ce qui me choque le plus, c'est les propositions, par exemple, de chez Mélenchon, de hausse très forte du salaire minimum. Il y a quand même 15%. Il y a quand même un consensus considérable chez les économistes, y compris des économistes complètement de gauche, pour dire que le travail non qualifié est extrêmement sensible à son coût. Donc si vous montez... C'est vrai, mais s'il y a plus de consommation, on a déjà fait les expériences. Les carnets de commande, c'est bon pour le carnet de commande d'avoir des employés qui sont nos pays qui peuvent dépenser plus. Et par ailleurs, il y a aussi un assez grand consensus, qui est un peu moins un grand consensus, pour dire faites attention, les expériences récentes ont montré que la stimulation de la demande en France, ça faisait des importations et pas de la production locale. On l'a vu avec la baisse du pétrole, avec la baisse de l'euro. On l'avait vu dans le passé plein de fois. Donc si vous voulez, bon, et puis après, il y a une vision après qui est beau. Je suis économiste, donc une vision idéologique qui, en gros, le seul point économique qui me paraît assez intéressant, peut-être, c'est de dire que chez Mélenchon et peut-être même chez Marine Le Pen, on est à l'opposé total de la vision schumpeterienne de Macron. Macron dit en gros, si vous enlevez toutes ces barrières, on va vers une économie et une société qui est meilleure, où il y aura de meilleurs emplois, plus de croissance, des entreprises plus efficaces. Mélenchon-Le Pen, on a l'impression qu'ils pensent que le secteur privé ne sait pas faire ça. Donc il faut reprendre... En fait, l'initiative des investissements, l'épargne au secteur privé, pour que ce soit l'État qui s'occupe des investissements, parce que l'État le fait mieux que le secteur privé. Ce qui est un clivage terrible, alors évidemment. Bon. Mais si vous voulez, quand même, c'est un grand vrac après le programme de Mélenchon et de Le Pen. Par exemple, prenez chez Marine Le Pen, elle dit « je suis pro-PME ». Donc je vais baisser les impôts sur les sociétés à 25%. Voilà. Mais par ailleurs, ce que dit Mélenchon aussi d'ailleurs. Oui, mais par ailleurs, elle ramène à 60 ans l'âge de la retraite et elle remet à 35 heures strictes la durée du travail, ce qui est complètement anti-PME, parce qu'il faudra bien le financer. Donc il y a des choses, on prend d'une main et on redonne de l'autre. Et puis la dernière chose qui me choque dans ces deux programmes, c'est justement cette opposition grandes entreprises PME.
Parce qu'on vit dans un pays où la culture est de dire il y a les méchantes grandes entreprises et les gentilles PME. Les grandes entreprises aujourd'hui Voilà. ne fabriquent plus d'emplois, ne créent plus d'emplois en France. On le sait bien. Grandes entreprises, elles ne font plus leur chiffre d'affaires en France. C'est un tiers de l'emploi en France. Un tiers. C'est un tiers de l'emploi. Elles payent exactement le même taux d'impôt que les PME. Oh, il y a plein de rapports qui disent le contraire. Ah bah pas du tout. Regardez le rapport qui fait absolument autorité là-dessus, c'est le rapport qui s'appelle maintenant le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Vous avez des chiffres très précis. Elles payent exactement le même taux d'imposition d'un PME. Et donc il n'y a aucune discrimination fiscale entre les petites et les grosses. Et elles sont totalement imbriquées. Elles n'optimisent pas plus les grandes entreprises Elles payent le même taux d'imposition que les PME. Et alors, mondialement, je ne parle pas des impôts en France. Mondialement. Il y a des multinationales françaises qui ne payent aucun impôt en France parce que la seule chose qu'elles ont en France, c'est leur siège social. On ne va pas leur demander de payer d'impôts quand vous n'avez que le siège social. Donc il faut regarder les impôts payés mondialement. Et puis elles sont totalement intégrées. Il y a une majorité de PME sont des filiales de grands groupes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire cette distinction? C'est les mêmes, quoi, je veux dire. Donc, il faut arrêter cette espèce de vision totalement fausse par rapport à la réalité, qui est on va aider les petites PME en taxant les méchantes grandes entreprises. Ça n'a pas de sens, quoi. Bon, on est quasiment à l'heure du choix. Je ne vous donne pas le vôtre, évidemment, Patrick Artus, mais le programme économique qui est le plus à même de sortir la France du chômage, de la croissance molle. Ou les deux programmes. Honnêtement, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je parle comme économiste, je ne parle pas du tout des questions d'éthique. Non. Moi, je prends un petit bout de Fillon, un petit bout d'Hamon et un petit bout de Macron. Alors quoi chez chacun? Non, mais chez Hamon, je trouve assez intéressante l'idée qu'il va quand même falloir réfléchir de façon profonde à la structure de la fiscalité, et qu'une fiscalité qui ne pèse que sur le travail est probablement totalement inadaptée dans le futur, donc c'est prenable chez Hamon. Chez Macron, l'idée que le schumpeterien, c'est quand même bien, et qu'en particulier, on aimerait bien avoir une montée en gamme en France qu'on n'a pas. Le Schumpeter, on voit toujours, pour l'instant, dans le monde, on voit plutôt la destruction d'emplois que les créations. Ah ben non, mais à nouveau, en France. Les pays, vous le disiez tout à l'heure, les pays où il y a des robots sont des pays qui sont au plein emploi, qui ont des excédents extérieurs et qui en même temps font des gains de productivité. Donc il faut faire un peu attention à ce qu'on dit sur les robots. Mais l'idée que la structure de notre prélèvement fiscal chez Hamon est très très obsolète n'est pas fausse, quoi. Et avec ce prélèvement fiscal qui est essentiellement sur le travail. Le schumpeterien chez Macron et le fait qu'on a un problème de compétitivité, clairement, chez Fillon. On est 18% plus cher pour fabriquer les mêmes produits à peu près que les Espagnols. On ne peut pas faire semblant que ce n'est pas vrai. Donc moi, je ferais bien une petite marmelade quoi, avec les trois programmes. Bon, on termine là-dessus, juste Patrick Artus. Si Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ne l'emportaient pas dans quelques jours, certains experts disent que le CAC 40, il pourrait progresser de 5 ou 10%. Oui, je suis d'accord. Vous y croyez? Oui, il y a une prime. Alors moi, je suis aussi banquier d'investissement, donc profession très, très déshonorable. Mais oui, toutes les banques ont regardé ça. La France paye une prime politique. Une prime politique qui se voit sur les taux d'intérêt, qui se voit beaucoup plus en fait sur les actions que sur les taux d'intérêt. Donc effectivement, c'est difficile de le chiffrer, mais oui, peut-être on a un marché action qui remonterait de 10% sur une élection où on saurait que c'est ni Mélenchon ni Marine Le Pen qui est président. Oui, c'est un ordre de grandeur raisonnable. On a beaucoup décroché. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le CDS souverain. C'est ce que doivent payer les investisseurs pour s'assurer contre le risque de faillite, de défaut de la France. La corrélation entre le niveau du marché action français relativement à l'Allemagne, par exemple, et le CDS souverain de la France est très très élevée. Donc il y a une vraie prime de risque politique, en gros, dans les actions françaises. Bon, voilà. Merci à vous. Merci pour cette explication. Je rappelle que juste après le Brexit, vous étiez venu le jour ou le surlendemain du Brexit, et vous nous aviez dit à l'époque, dans 15 jours, les marchés auront monté. Et pour le coup, vous avez eu le nez creux. Donc on suivra si, dans 15 jours, si Marine Le Pen ou 33 semaines ou Jean-Luc Mélenchon ne sont pas élus, si le CAC 40 a bien pris 5 ou 10%, ça? Oui, c'est un ordre de grandeur raisonnable. On verra à ce moment-là. Merci à vous. Et dans l'autre sens, d'ailleurs, on peut poser la question si c'est un parti, si c'est Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. On n'en sait rien parce qu'après il y a des législatives, donc ça sera très compliqué. Ça sera agité, quoi. On a compris. Il y aura de la volatilité qui fera son grand retour. Merci à vous, Patrick Artus, chef économique chez Natixis. Merci à vous. Au revoir.